Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la politique provinciale, cette fois-ci avec le député libéral de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard. M. Bernard, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. M. Bernard, d'abord, félicitations pour votre nomination comme adjoint parlementaire du ministre des Ressources naturelles, M. Claude Péchard, qui vous avez été nommé dernièrement. Oui, je suis très heureux. Merci beaucoup. C'est une belle annonce pour la région aussi. Oui, exactement. Vos responsabilités dans ça, c'est quoi, M. Bernard? Il y a deux volets au niveau d'adjoint parlementaire. Le premier, c'est un rôle de représentation à la place du ministre. Souvent, là, qu'on va faire parce que les ministres sont très sollicités. Okay. Je vais remplacer, j'ai déjà arrivé d'ailleurs que j'ai remplacé le ministre Béchard. Mais l'autre aussi, c'est quand tu as des ministères très, très gros, comme le ministère des Ressources naturelles parce que et de la faune. C'est un gros ministère. C'est un gros ministère. À ce moment-là, le ministre, souvent, va nous déléguer des secteurs ou... Et des dossiers également. Aussi, comme là, il a demandé, par exemple, rapidement, là, on met en place une nouvelle politique d'efficacité énergétique, donc suivre ce dossier-là, c'est le premier volet. Et c'est un plus pour la région. Il ne faut pas s'en cacher. On est une région de ressources naturelles. Exactement. Puis moi, c'est mon champ de compétences aussi, alors j'étais très heureux. Monsieur Bernard, même si cette émission-là va passer quelque part à la mi-mars, nous sommes dans les premiers jours du mois de mars. La Caisse de dépôt et de placement, on ne peut pas faire autrement que d'en parler, parce que je vais me faire dire que j'ai manqué mon coup en mots juste si je ne vous en parle pas. Alors, ça va être non pas le sujet principal, mais non pas, on ne fera pas toute l'émission sur ça, sauf qu'il faut en parler, Monsieur Bernard. Quand on parle d'une perte global on va parler de 40 milliards, c'est 39,8 milliards. Ça veut dire un rendement de moins 25 %, c'est énorme. On accuse la crise économique, on parle de papiers commerciaux, on parle de PCA. Premièrement, et très vitement, M. Bernard, si on expliquait un peu c'est quoi les fameux papiers commerciaux et qu'est-ce que le PCAA qui semblerait, selon les dires des dirigeants de la Caisse, qui semblerait être les deux facteurs principaux de cette dégringolade de moins 25 %. Bien, comme on en parlait juste avant l'émission, les papiers commerciaux, ce sont des billets à court terme, mais qui sont non garantis. Puis, se ramener en arrière, tous ces papiers-là étaient liés aux hypothèques américaines. Exactement, c'est ça. OK. Puis, à ce moment-là, comme on sait, tout le secteur hypothécaire aux États-Unis a planté et de manière drastique. Et à ce moment-là, c'était comme un château de cartes. L'édifice s'est effondré parce que les gens se protégeaient via une institution financière qui, elle, se protégeait via une autre institution financière. Alors, quand ça a tombé à la base, le château de cartes s'est effondré. Toutes les grandes banques américaines ont été touchées par ça. Et nous autres, les banques européennes, partout sur la planète, et ici aussi au Canada, mais à moindre degré, mais quand même, ça le fait mal. Et l'exemple de la Caisse de dépôt n'en est un. Parce qu'on en avait des papiers commerciaux pour approximativement 13 milliards. Alors, quand on sait que la perte est de 39 milliards, on parle en chiffres ronds de tout le temps, ça veut dire que c'est le tiers. Alors, on avait inscrit le tiers du déficit dans les papiers commerciaux. C'est sûr qu'on pourra aller fouiller encore beaucoup plus loin. Il y a des personnes qui vont être spécialistes dans la matière, qui, eux autres, vont se charger d'aller étudier ça. Les PCAA, c'est pas tout à fait pareil, sauf que ça revient du pareil au même, à ce moment-là. Oui. Oui, c'est la même chose. La chose importante quand on revient sur la Caisse de dépôt, premièrement, 40 milliards, c'est énorme. Okay? C'est le budget de la santé, le budget de l'éducation ensemble. C'est le trois quarts, les deux tiers du budget du Québec. C'est ça. OK. Là-dessus, effectivement, il y a des pertes de papier parce que c'est des actions, une grande partie, qui ont descendu. Puis, bon, les marchés financiers vont se rétablir au cours des prochaines années, c'est clair. Moi, je pense que le problème, c'était le risque. La Caisse de dépôt, comme beaucoup d'institutions, je crois que dans la flambée qu'il y avait des marchés boursiers des dernières années, ils ont perdu cette notion de risque-là et on écope une grande partie pour ça et le taux de chance. Donc, c'est pour ça qu'on demandait une enquête, une commission parlementaire pour faire le point, pour pas que ça se reproduise. Ça, j'aimerais en venir sur ça, moi, M. Bernard. On parle d'une commission parlementaire. Le gouvernement a accepté une commission parlementaire, mais Mme Forgette, ministre des Finances, et M. Charest, premier ministre, se refusent pour l'instant à aller devant cette commission-là. Puis moi, il faut absolument que ces deux personnes-là passent devant cette commission-là. Mais où je veux en venir, c'est que
la différence entre une commission parlementaire et on a ici une commission d'enquête. Parce qu'on a parlé d'une commission d'enquête au début, là, on a accepté une commission parlementaire. La commission d'enquête est beaucoup plus rigide. Ben, c'est parce que souvent, là, quand on va parler d'une commission d'enquête, c'est qu'on parle de fraude, on parle d'abus ou des choses comme ça. C'est un autre niveau quand on parle de commission d'enquête. C'est sûr que dans ça, non, parce que dans ça, il faut rassurer tout de suite, c'est pas de la fraude qu'il y a eu. Ce sont des mauvais placements. Ce sont des mauvais placements, puis une crainte au risque. C'est pour ça que, et la Caisse de dépôt, dans notre système parlementaire, se rapporte à la Commission de l'administration publique. Des institutions financières. OK. Et à ce moment-là, donc, ce qu'on a demandé, puis qui était chose faite, c'est qu'elles viennent, les gens, témoigner devant la Commission des institutions puis financières. Et donc, M. Henri-Paul Rousseau serait venu, puis les principaux acteurs pour expliquer pourquoi il avait fait ces choix de décision-là. Et c'est ça, je pense, qui est important. Et après ça, que tout le monde concède et s'enligne sur des mesures ou des balises pour plus que ce risque-là soit aussi grand. Ça, je suis d'accord avec vous, mais le fait qu'au moment où l'on se parle, M. Charest et Mme Forgette refusent d'y aller. Non, il ne faut pas que ces personnes-là refusent d'y aller. Ils doivent y aller. C'est obligatoire. C'est eux autres qui représentent véritablement le gouvernement. Et on sait que cette caisse de dépôt-là a été fondée sous le règne de Jean Lesage le 15 juillet 1965. Et M. Jacques Parizeau également. Alors, il faut absolument... Moi, qu'on vienne dire qu'il n'y a pas d'ingérence du gouvernement, jusqu'à un certain point peut-être, mais le gouvernement a son mot. Oui, mais dans le cas de la Commission, qu'est-ce qu'on veut savoir? Ce sont les causes. Pourquoi que, par exemple, on calcule qu'il y a un 12 milliards supplémentaires par rapport, mettons, que ça avait été moins de risques et d'autres choses. Oui. Et ces gestes-là ont été pris par les dirigeants de la Caisse. Ces décisions-là n'ont pas été prises par le premier ministre ni par Mme Monique Giroux. Non, mais il y a quand même un certain contrôle dans ça, monsieur. Absolument pas. Puis quand on a fait la loi, on avait changé, rappelez-vous, M. Lacasse, rappelez-vous l'histoire de Vidéotron, Montréal-Modéon. Ça avait été vraiment de l'ingérence politique, de dire, regardez, donner des mandats directs à la Caisse, puis vraiment venir des décisions politiques. Et nous, ce qu'on avait fait en 2004, c'est qu'on a dit non, on scinde vraiment les deux. On avait changé le poste de PDG puis de président, pour en faire deux postes distincts. Et on a fait des choses là-dessus. Maintenant, il faut s'assurer, moi, de mon point de vue, c'est que le gouvernement doit s'assurer, c'est que les gens reviennent à un contrôle du risque un peu plus serré, mais aussi les gens qui sont importants là-dedans, ce sont tous les déposants. On parle de la Régie des rentes, la Société d'assurance automobile. SAQ, puis il y en a tout près de 10. Et ces gens-là, eux autres, doivent être aussi probablement plus participatifs dans la gestion et eux aussi mettre leurs balises, dire à la Caisse de dépôt. Il y a quand même une chose, M. Bernard. Moi, où je veux en venir aussi, c'est que qu'il y ait eu ingérence ou non, je ne pense pas, mais de toute façon, le gouvernement était au courant. Et en pleine campagne électorale, Mme Forgette et M. Charest se plaisaient ou presque à dire « Attendez les chiffres, on n'est pas au courant, on ne fait aucune ingérence. » Mais quand on regarde ici, sur un écrit que j'ai, en novembre dernier, Mme Forgette elle était informée que la Caisse de dépôt et de placement, au moment où on lui parlait, elle avait une perte de 18 %. C'est quand même ça, 28 milliards. Fait que, et on était au mois de novembre. Ouais, et les élections étaient le 8 de décembre. Alors, dire que ce n'était pas... Ils se parlaient à tous les jours. Ça, là, moi, j'ai un peu de misère avec ça. Oui, mais il y a quand même une chose importante. Mme Jérôme Fauger l'a dit qu'à fin novembre, début décembre, fin novembre, elle avait eu les chiffres, puis effectivement, elle avait son inquiétude. Mais de l'autre côté, une campagne électorale, il fallait attendre que l'année financière finisse. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Si ça avait été plus 25 % peut-être qu'on en aurait parlé plus, M. Bernard. Mais de toute façon, je quand même pas, il ne faut pas revenir. Là, il faut regarder en avant. C'est ça, exactement. Alors, pour regarder en avant, le but de cette caisse-là, c'est de faire fructifier les régimes de retraite des Québécois et des fonctionnaires. On parle de CARA, de REGOP, etc. Exact. Mais il y a aussi, gère aussi l'argent pour la Société d'assurance automobile. Exactement, c'est tout ça. Est-ce qu'on peut dire au moment où l'on se parle que les retraités du gouvernement
se doivent d'être inquiets. Ou bien non, si eux autres, leur argent ne sera pas touché, et puis il n'y aura pas de baisse non plus. Je peux vous rassurer là-dessus. La ministre, Mme Marguerite Blais, a d'ailleurs, vendredi dernier, envoyé un communiqué pour dire aux gens, inquiétez-vous pas. OK? Toutes les prestations, les gens qui sont là actuellement n'auront pas aucune baisse et tout. Il n'y a pas de problématique. Ça va être ceux qui vont payer aujourd'hui, par exemple, que là, eux autres peuvent avoir. Puis, actuellement, tous les gens ont dit, dans la situation actuelle pour l'année en cours 2009, là, il n'y a aucun problème, que ce soit l'assurance automobile et autres, tous les déposants, il n'y a aucune hausse de contribution. Et il faut attendre aussi sur une perspective de 3 à 5 ans. Rappelez-vous, la caisse de dépôt, le gouvernement, ce qu'il a demandé à la caisse, et qu'est-ce que la caisse est assurée pour rendre compte de toutes leurs obligations, il demande un rendement annuel à long terme de 7 Malgré la perte de tout près de 40 milliards, le rendement depuis l'existence de la caisse est de 8,3-8,4 Donc, la caisse est capable de rendre compte de toutes les obligations et ses devoirs auprès de tous les déposants, peu importe la nature. Donc, on n'est pas en phase critique. Mais toutefois, l'année 2009 va être une année importante. C'est ça. Parce que du 1er janvier au 31 décembre 2008, l'actif qui était de 155,4 milliards est passé à 120,1 milliards. Monsieur Bernard, quand pourra-t-on rattraper ce retard de 40 milliards? Ça va prendre plusieurs années. Rappelez-vous, un moment, quand que nous sommes arrivés en 2003, l'actif de la Caisse était, je crois, de l'ordre autour de 60 milliards. Et durant les années de M. Rousseau, l'actif est monté à 155. L'actif a plus que doublé dans une période de 5 ans. Mais le contexte économique n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis les gens, il faut regarder le rendement de la Caisse à long terme. Et comme je vous disais, la Caisse de dépôt de placement, sur son long terme, elle rend ses objectifs de rendement supérieur à 7 et on est correct à cet égard-là, il faut rassurer. Toutefois, il ne faut pas que ça se reproduise, c'est clair. Dans tout ça, M. Bernard, là, le fameux comité de vérification, là, il fait quoi? Si on regarde dans le gros, il y a des gros noms là-dedans. Là. On parle de Mme Claudette Carbonneau, qui, elle, a assisté à juste 2 séances sur 5 en 2007. Claude Garcia, qui a quand même, lui aussi, lui, qui a été présent. On les nommera pas tous, là, mais il reste quand même que le rôle de ce comité-là, c'est de vérifier. Oui, puis à savoir si ça va bien ou mal. Vous avez raison là-dessus, et je crois que qu'est-ce qui vient de se passer à la Caisse, on revient encore, il faut se poser des questions et s'assurer que les organismes de gouvernance, les gens, quand ils sont sur des conseils d'administration, c'est sérieux. OK, quand ils sont nommés là, c'est pour être participatif. Et c'est à l'intérieur de tout ça que la commission parlementaire aurait probablement été intéressante pour s'assurer qu'on fasse le point sur tous les aspects de la gestion de la Caisse. Non seulement sur les placements, mais aussi tous ces organismes internes. Alors, il y a du travail à faire. Parce que quand on regarde le comité de vérification, moi, j'ai sorti deux extraits de la loi sur la Caisse de dépôt et de placement qui, réellement, c'est dit très clairement. Item 6. De reviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière de la Caisse qui est portée à son attention par le vérificateur interne ou un dirigeant. Ça, c'est le rôle du comité. Les rôles du comité. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, regardez, on en a parlé beaucoup. Quand les fameux PCA ont été mis en place, ils ont eu une cote par les firmes de cotation. Et donc, ce qui était des firmes externes, et la Caisse de dépôt se sont fiés à ces firmes de cotation-là pour dire que c'est un produit qui était bon et qui était bien coté. Donc, ils ont suivi cette recommandation-là. À partir de ça, maintenant, est-ce que la prochaine fois, il faudrait qu'ils fassent plus attention, fort probable. Et c'est là, quand même, le comité de vérification a probablement fait un bout, mais en s'appuyant sur des avis externes. Et c'est là qu'il y a peut-être eu un manquement. Il y a eu un manquement au niveau du taux de change. Okay? Est-ce qu'on était trop sûr? Oui.
Définitivement. Qu'on n'est pas allé plus en profondeur parce que la Caisse avait un actif de 155 milliards, puis ça allait bien. Il y avait, on jouait dans le plus 7 là, comme vous le disiez tantôt, là, et c'est ce qu'on demandait. On jouait à chaque année autour de entre 7 et 8, 9 6 donc ça allait bien. Donc, on n'ira pas voir plus loin qu'est-ce qui se passe. Ça va bien aller. Tout d'un coup, ça rebondit en plein visage. Ouais. On vient de perdre 25 Le contexte s'est dégradé rapidement et il faut revoir à ce moment-là les facteurs de risque. Des facteurs de risque, de dire est-ce qu'à un moment donné, certains produits sont plus à risque faire mieux que les fameuses firmes de cotation. Il faut faire ça. De dire, regardez, nous, on pense quand même que le facteur est plus risqué et pas l'en mettre autant dans un produit. Parce que, comme vous l'avez dit, par exemple, les papiers commerciaux, 13 milliards, il y avait sur 39 milliards, il y avait le tiers de la valeur des produits. Exactement. Comme quelqu'un dit, c'était M. Nadeau, je crois, que lorsque les résultats ont sorti, M. Nadeau disait, ça n'a pas de bon sens d'avoir un si grand nombre, une grosse part d'un produit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vendeur. D'acheteurs. Si tu veux les vendre, à un moment donné, il n'y a personne. C'est ça. Exactement. C'est ça. Fait qu'on en a une grosse banque, mais personne n'en veut. Personne n'en veut. Et quand on n'a pas de crise économique, ça passe bien. Ça se vend bien. Mais si tu veux t'en débarrasser, t'es coincé. C'est ça. Mais juste très vitement, l'autre extrait de loi que j'avais sorti, c'est le 13.9. Le comité de vérification doit aviser par écrit le conseil d'administration dès qu'il découvre des opérations ou des pratiques de gestion qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas conformes aux lois, aux règlements et aux politiques de la Caisse. Ça, encore là, c'était le rôle du comité. Oui, mais encore, quand des pratiques de gestion saine ou autres, c'est là la commission aurait été intéressante pour dire, oui, est-ce que la pratique était trop risquée, mais est-ce qu'elle était en compte des intérêts de la Caisse? Et il faut s'asseoir à un moment donné et faire le point là-dessus. On peut pointer du doigt plusieurs personnes. On pointe du doigt Henri-Paul Rousseau. Bon, on dit, regarde, il gagnait 1,8 million par année. Il est parti avec 378 750 $ de primes. Mais juste pour une idée, là, les gens là, qui ne savent pas, c'est quoi? C'est 150 000 $ par mois que cette personne-là avait comme salaire. Il est parti avant la ferme, avant que son terme finisse. Parce que est-ce qu'il sentait que ça allait pas bien? Je m'en vais pour Power Corporation. Monsieur Gay, qui est arrivé, lui est tombé malade. Mais je pense que n'importe quel chrétien aurait pu tomber malade quand tu arrives avec les résultats qui te pètent en pleine face. Mais il était aussi parti, il était là, c'était lui, entre autres, les papiers commerciaux. Exactement, exactement. Alors, sans chercher les responsables, comme vous l'avez dit, ça va prendre une surveillance beaucoup plus stricte. Oui. Faire attention aux risques. Oui, puis c'est clair. Mais quand vous parlez des salaires, il faut faire attention dans le sens suivant. Moi, par exemple, une chose que je ne suis pas d'accord, c'est que quelqu'un qui démissionne de son propre chef avant le terme de son contrat ait un boni. Ça, on en a parlé un peu de ça. Puis moi, je suis contre ça. Là. Ton terme est terminé, tu veux le récompenser, OK, malgré que il faudrait quand même pas exagérer. Non, sauf que combien de personnes... On va prendre simplement un ministre ou un député. Vous avez été, en 2007, vous avez été battu. Vous aviez droit à un chèque. Vous l'avez eu. Ça, c'est correct, vous avez été battu. Mais des autres qui sont partis, on peut en nommer, il y en a énormément, avant leur terme, puis ils reçoivent des chèques de 150, 160 000 $. On n'a qu'à penser au sous-ministre adjoint Claude Mayotte. Moi, le cœur me lève, je m'excuse, mais seulement que c'est terrible, ça. Je pense que pour les gens, c'est une saine gestion des finances publiques. Vous devrez revoir ce mécanisme-là, c'est clair. L'autre côté, comme je disais, des salaires, un gars comme M. Rousseau, à l'époque, qu'est-ce qu'on va avoir, nous, le gouvernement, puis c'est important quand même de le dire à la population, on veut avoir des bons gestionnaires. OK? Pour gérer nos sociétés d'État et à ce moment-là, ces gens-là, parfois dans le privé, gagneraient 2 et 3 fois le salaire qu'ils ont dans une société d'État. Alors, c'est pas... Puis, il faut aller les chercher. Les gens, on l'oublie, mais ils viennent, c'est parce qu'ils font quand même... ils veulent contribuer à la société québécoise quand ils viennent là. Donc, le salaire, il faut être compétitif pour avoir des bons directeurs. Il faut avoir des bons directeurs.
M. Bernard, une chose qui est sortie sur nos fils de presse, c'est ce que M. Gendron, député d'Abitibi-Ouest, qui a commenté le 40 milliards de pertes de la CDP en disant, le député péquiste d'Abitibi-Ouest, François Gendron, dit avoir toujours confiance en l'équipe qui gère la caisse et estime qu'il ne faut pas crucifier qui que ce soit sur place publique. Ça vient d'un vieux routier. Oui, puis il a raison. Il a raison, et on a tendance souvent, comme je vous dis, à chercher les coupables, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut s'asseoir, puis c'est des failles dans un système. C'est des failles dans un système, puis quand on le regarde globalement, puis vous l'avez dit, tous les fonds de pension en Canada, en Amérique du Nord, la moyenne a été de 18 et aux États-Unis, même s'il y en a qui ont aussi frôlé le 25 %. Donc, c'était un contexte qui est là. Tous les gens ont géré à peu près de la même façon. Et là, c'est peut-être là le problème, c'est de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir l'école de pensée qui anime tous ces gens-là? Fait qu'on va laisser la Caisse de dépôt et de placement, on va laisser la commission parlementaire faire son travail et ses devoirs également, et puis on en reparlera sûrement. Juste en terminant, un récent sondage que 9 personnes sur 10 prétendent que le gouvernement a des grands torts dans cette débandade de la Caisse de dépôt et de placement. On verra ça en temps et lieu. Et très vitement, Monsieur Bernard, contrat accordé par le MTQ sans appel d'offres pour la réfection du pont du ruisseau Whisky. C'est sur la route 117 dans le parc La Vérandrie, dans la réserve faunique La Vérandrie, octroyé à la firme EBC. C'est quoi qui s'est passé là-dessus? Je pourrais pas vous répondre là-dessus. En toute honnêteté, j'ai pas suivi ce dossier-là. C'est parce que il doit avoir une raison vraiment explicite, parce qu'habituellement, tu es toujours obligé d'aller en appel d'offres. Je sais qu'on veut le faire le plus rapidement possible pour ne pas fermer une partie du parc de la Vérandrie. Ouais. Je sais que c'était un peu... C'est peut-être une question de délai, effectivement. Là, mais je peux vous assurer une chose, connaissant Mme Julie Boulet, jamais qu'elle contreviendra des règles pour si. Donc, si elle l'a fait, c'est parce qu'elle avait de bonnes raisons de le faire. Oui, définitivement. Je connais trop. Et c'est trop surveillé, ce genre de contrat-là. Investissement routier en 2009-2010, 28,5 millions dans la circonscription de Rouyn-Noranda et Témiscamingue. C'est 12 chantiers de construction. Ça va construire en 2009? Oui. Puis, comme partout en région, parce qu'on a eu, dans l'ensemble de la région, l'Abitibi et le Témiscamingue, c'est un budget record de tout près de 70 millions là, qui va être ici dans le comté. Moi, j'ai toujours travaillé avec la direction régionale ici, avec les gens, ce sont tout le temps des scénarios sur 3 à 5 ans pour pallier aux besoins. Alors, ils ont toujours travaillé de cette manière-là. J'ai toujours travaillé, fait confiance aux gens du ministère ici. Et cette année, ça a donné comme ça. Un des gros volets était le pont de la rivière à la Lutte avant d'arriver à Gay, qui est un 6 millions qui va là. Okay. Les routes, comme j'expliquais aux gens, le réseau collecteur, c'est-à-dire les routes non numérotées, comme la 101 et tout ça, il y avait beaucoup de travail à faire au Témiscamingue quand on s'en va vers le secteur S et autres. Écoutez, moi, je suis content pour les gens de la région parce qu'il faut regarder au bout de la ligne, c'est l'amélioration de notre réseau routier. Crédit d'impôt pour rénovation résidentielle. Si on rénove pour 7 500 $, on n'a rien. 10 000 $, on a 500 $. 15 000, 1500 $. Est-ce que c'est bon? Écoutez, premièrement, ceux qui peuvent mettre cet argent-là pour rénover leur maison, je vais vous dire, c'est pas ça qui va changer leur décision. Exactement. Parce que si on rénove pour 40 000 $, on va chercher 2 500 $ de crédit d'impôt. J'ai l'impression que si on rénove notre maison pour 40 000, elle en vaut au moins 150. Est-ce qu'on a besoin de 2 500? On pourrait c'est ça, mais là, il va y avoir le crédit aussi fédéral qui va s'ajouter à ça. Et je ne serais pas surpris que les modalités du programme soient entre vous et moi dans le prochain budget. Je ne serais pas surpris. Le programme renfort, ce sont des prêts aux entreprises, 250 millions, des garanties de prêts pour 750 millions. Dans les conditions, ce n'est pas aux entreprises agricoles primaires, exploitation minière et secteur forestier. En exploitation depuis 3 ans et avoir généré des fonds positifs au cours de 2 des 3 dernières années.
ça ne s'applique pas à la région, pas en tout, ça. Le secteur forestier, c'est parce que le secteur forestier, c'est l'autre programme que le gouvernement avait mis en place, là, 1,4 milliard, vous vous rappelez, là? OK, de Non, mais 2 ans. il n'y a pas servi beaucoup ici, M. Bernard, dessus. C'est certain qu'il a peut-être moins servi qu'on m'en pensait. Mais une des choses importantes, puis je l'entends régulièrement ces temps-ci, le gouvernement, si on veut passer au travers de la crise, avant toute chose, il fallait aider nos bonnes compagnies qui ont actuellement qui ont besoin d'accès à des liquidités, puis que le marché financier... Ouais, ça, là, je suis d'accord avec vous, M. Bernard, sauf qu'il reste un fait que nous autres, on vit avec l'agriculture, on vit avec la forêt et on vit avec les mines. Et le programme Renfort n'entre pas dans ça. Alors, pour nous autres, c'est pas bon. Il faut regarder, au moment qu'on se parle actuellement, les mines est un contexte particulier. Les mines d'or vont super bien, c'est pas un problème. Les mines, les mines de métaux de base, qu'on parle de cuivre, de zinc, de nickel, même s'il y avait accès au programme, ça ne rouvre pas la mine. Parce que la mine, actuellement, le problème qu'il y a, les prix des métaux sont au plancher, ils sont pas rentables. Alors donc, le programme, sensu stricto, n'avait pas besoin, les mines, d'un support comme ça. Les mines, ce qu'ils ont besoin, là, c'est de l'argent comme dans le prochain budget, s'assurer que le gouvernement continue à faire des travaux de grand levé de géophysique et autres pour continuer à acquérir la connaissance, pour quand que ça va revenir, l'industrie, les gens vont... Parce que moi, là, je regarde dedans des entreprises agricoles primaires, là, ça ne touche pas à ça du tout. Et le secteur forestier, oui, mais l'entreprise, n'oubliez pas, les entreprises agricoles, ils ont leur financement via la financière. Il y a les secteurs qui sont couverts par là, l'assurance, stabilisation. Donc, il y a déjà des mécanismes en place pour certains secteurs d'activité. Alors, c'est pour ça que le programme ne s'applique pas à eux autres, parce qu'ils ont déjà des choses particulières dans leur secteur. Ça ne donne rien de donner plus. Le défi, au moment qu'on se parle, toutefois, vous avez raison, l'agriculture, il y a un projet d'entente spécifique avec le gouvernement ça avance très bien. Et la région va avoir un programme pour elle ciblé au cours des 2 ou 3 prochaines années. Et on attend la signature bientôt. Et ça va amener d'argent à nos industries premières au niveau agricole. Deux sujets, M. Bernard, qu'il faut parler. Il reste à peine 2 minutes. L'Arena Dave Keon. Est-ce qu'on peut dire enfin? Oui, première étape franchi, les deux gouvernements ont donné leur accord. Alors maintenant, l'autre processus, c'est celui qui est lancé, c'est les plans de vie, éventuellement les Est-ce qu'on peut voir le début de la rénovation de l'Arena Dave Keon en 2009? Non, ça va en 2010? Non, on calcule 2010. Des choses qui peuvent être faites actuellement, rapidement à court terme, dans les installations. Par exemple, on pense à changer les bancs. Les allées entre les bancs, etc. Ça peut être fait déjà une grande partie de ça. Et ça veut dire que ça va aller après la saison 2009-2010? Fort probable. On s'attend, nous autres, avec tout, là, mais les crédits 2010. Sont là. Oui. Les crédits sont fait, là. Le processus est lancé. OK. Abattoir de Pugerville. Bon, abattoir de Pugerville, c'est regrettable. Elle a passé au feu. Maintenant, dans vos priorités, M. Bernard, est-ce qu'elle va être reconstruite? Et si oui, est-ce qu'elle a des chances d'être reconstruite à Pugerville? Bien, là, le premier volet qu'il y a là-dedans, il y a des assurances en arrière de ça. Oui, c'est sûr. OK, donc on attend ce volet-là. Et le deuxième, M. Guy Robert, qui est le promoteur derrière le projet, doit revoir tout son plan d'affaires. C'est que je le rencontre prochainement, parce que l'abattoir est vraiment important pour la région. Ça, c'est clair pour nos producteurs. Elle est primordiale. Elle est primordiale. Vous le savez, Abitibi-Ouest, Abitibi et le Témiscamingue, des grandes régions de producteurs bovins, entre autres. C'est ça, on a besoin. 30 secondes, les principaux dossiers de votre comté? Bien, là, sa construction beaucoup. On a réglé Dave Keon. Oui. L'agriculture, l'entente spécifique que je vous ai parlé, c'est très important. Ça devrait être signé parce que la région demandait 9 millions sur 3 ans pour aider nos producteurs agricoles. Le deuxième, c'est le pavillon des sciences à l'université pour notre recherche et notre développement et l'enseignement critique pour notre industrie minière et forestière. Donc, beaucoup de pain sur la planche encore, M. Bernard. Merci infiniment. Puis, la session qui recommence le 10 de mars, bien, au moment où l'émission va passer, elle sera recommencée jusqu'au mois de juin. Une grosse session? Une très grosse session parce que... Je pense qu'il va y avoir un petit peu question de la caisse de dépôt dans ça. Définitivement. Puis l'autre chose, c'est le budget qui devrait être déposé très tôt au début de la session. Un premier budget déficitaire depuis très longtemps, mais le contexte le justifie.
Il le faut parce qu'il faut absolument qu'on investisse et non pas qu'on serre l'argent. Exactement. Monsieur Bernard, merci. Merci beaucoup. Merci à tous vos auditeurs et auditrices. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir et bonne semaine.